Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de faits. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient d'autre que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre. On les appelle également pyramides, ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse là d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne.
Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuilles brillantes repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogwallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique. La NASA a créé un super rover appelé Curiosity et l'a envoyé sur Mars pour découvrir tout ce que la planète rouge a à offrir, car elle deviendra peut-être notre prochaine demeure. Curiosity explore la surface de Mars, prend des mesures et recueille des données depuis plus de 10 ans, 2011. Et ce bon vieux Curiosity est tombé sur d'intéressantes roches froissées par les vagues dans une région de la surface martienne que l'on pensait beaucoup plus aride. Les scientifiques pensent que cette zone était en fait le lit d'un lac. Il pourrait en effet s'agir du fond d'un lac asséché, avec tous les sédiments et autres éléments qui s'y sont accumulés. Tout cela peut nous donner des indices importants sur l'histoire du lac. Par exemple,
les types d'organismes qui ont pu y vivre, sa profondeur, sa durée d'existence, etc. Ces motifs striés formés par les vagues nous indiquent que ces roches ont pu se former à une époque où des vents puissants soufflèrent avec force sur les eaux de cet ancien lac. Vous connaissez ce son particulier que l'on entend lorsque l'on porte un coquillage à son oreille? Il est dû à la façon dont l'air est piégé à l'intérieur du coquillage et à son frottement contre les parois de celui-ci. L'air ne pouvant s'échapper, il vibre à des fréquences qui dépendent de la taille du coquillage. Et oui, vous avez l'impression d'entendre le bruit des vagues s'écrasant sur un rivage. Et maintenant, j'imagine Mars, un endroit où l'on peut encore entendre le bruit des vagues battre les rives d'immenses lacs mystérieux, disparus depuis longtemps. Au cours de sa mission, Curiosity a également rencontré un objet métallique qui s'est avéré être une météorite. Cet étrange rocher venu de l'espace est composé de nickel et de fer. Il s'appelle Cacao, fait la taille d'une petite voiture, 2 mètres de long, et pèse plus d'1 tonne. Il s'agit d'une découverte importante, car il est rare de trouver des objets métalliques à la surface de Mars. La plupart des roches sont constituées de basalte ou d'autres matériaux volcaniques. Ce morceau de métal pourrait donc nous en apprendre davantage sur l'histoire de Mars et sur la façon dont la planète s'est formée. De plus, il est tout à fait remarquable. La surface de Mars est rouge à cause des oxydes, tandis que Cacao a un aspect métallique gris foncé. Il est également arrondi et lisse, ce qui signifie bien qu'il a traversé l'atmosphère de Mars. D'autres robots ont exploré Mars. Par exemple, le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, de la NASA, a découvert des dunes de sable circulaires. Les dunes de sable sont très répandues sur la planète rouge. Elles se présentent sous différentes formes et tailles. Mais ces dunes circulaires-là sont beaucoup plus rares. Elles sont constituées de sable foncé et sont entourées de matériaux plus clairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont disposées selon un schéma spécifique, comme les rayons d'une roue. Cela pourrait être dû à la façon dont les vents soufflent à cet endroit. Mais revenons à notre ami Curiosity. Il a découvert bien d'autres choses intéressantes, comme les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, par exemple. Les niveaux changent en fonction des saisons. Il y a plus d'oxygène au printemps et en été. On ne sait pas encore pourquoi, mais bien sûr ces niveaux restent insuffisants pour que nous puissions respirer sur Mars. La concentration d'oxygène y est de 0,1%, soit environ 100 fois moins que dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone, avec des traces d'autres gaz. Curiosity a également décidé d'analyser l'âge des roches découvertes. Et il semble qu'elles soient beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait. Certaines remontent à plus de 3 milliards d'années. Notre rover a aussi trouvé des molécules organiques dans des échantillons de sol. Ces molécules sont en fait les éléments constitutifs de la vie. Cela ne prouve pas qu'il y ait effectivement de la vie sur Mars. C'est simplement l'un des éléments qui suggère qu'il pourrait y avoir eu une forme de vie il y a très longtemps. Curiosity a décelé des preuves potentielles de l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide sous la calotte polaire sud, probablement très salé et rempli de différents minéraux. Cette salinité élevée est la raison pour laquelle cette eau pourrait rester liquide à des températures bien inférieures au point de congélation. Ce serait plutôt sympa de disposer d'un océan souterrain dans lequel se baigner, surtout lorsque ces vents martiens fous font rage à la surface. Et ce serait génial d'avoir quelque chose qui nous protégerait des niveaux de radiation insensés sur la planète rouge. Le sol martien contient des substances chimiques et des sels toxiques qui peuvent être très nocifs pour l'homme. Les astronautes pourraient être exposés à ces substances toxiques, soit par contact direct avec le sol, soit en inhalant des poussières contenant ces sels. De plus, ces substances pourraient poser un problème pour les cultures. Il s'agit d'une découverte très importante pour les futures missions sur Mars, car les astronautes devront être en mesure de cultiver leur propre nourriture pour pouvoir survivre. Un autre élément favorable à l'idée d'une vie potentielle sur Mars est la découverte de méthane. Le méthane est une découverte très importante car, habituellement, ce sont les organismes vivants qui le produisent. Sans eux, d'où pourraient-ils provenir?
En réalité, il y a plusieurs explications possibles. Il y a par exemple l'activité géologique des réservoirs souterrains. Une autre idée est que des météorites auraient apporté ce méthane sur la planète rouge. Fait intéressant, les niveaux de méthane sont plus élevés dans certaines zones. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'aime bien la théorie selon laquelle le méthane proviendrait d'organismes vivants. Il est possible que les volcans de Mars soient encore actifs. Nous savons qu'il existe de nombreux volcans éteints sur la planète rouge, mais nous n'avons jamais trouvé suffisamment de preuves pour affirmer que certains d'entre eux sont encore vivants. Des scientifiques ont étudié des dépôts volcaniques et ont découvert que certains volcans pourraient être entrés en éruption il y a environ 5000 ans. Auparavant, tout le monde pensait que la dernière éruption s'était produite il y a 3 à 4 milliards d'années. Si l'on pouvait comprimer l'histoire géologique de Mars en une seule journée, cela équivaudrait à une éruption survenue il y a une seconde. Alors, on ne sait jamais. Le magma bouillonne peut-être encore secrètement sous la surface martienne. Les générations futures venues y bâtir des colonies auraient de quoi vraiment s'amuser. Mais Mars est un endroit froid et stérile sur lequel la vie n'est plus possible. Et l'une des principales raisons est la perte de son atmosphère. La planète rouge avait autrefois une atmosphère beaucoup plus épaisse, semblable à celle de la Terre. Ce phénomène s'explique en grande partie par la faiblesse relative de son champ magnétique. Le champ magnétique terrestre protège notre atmosphère du vent solaire, un flux de particules chargées provenant de notre bel astre. Sans un champ magnétique puissant, Mars n'a pas pu se protéger face à cette force dévastatrice qui a fini par emporter la plus grande partie de son atmosphère. Un autre facteur ayant joué un rôle important dans la perte de l'atmosphère de Mars est sa gravité relativement faible. La gravité de Mars étant plus faible que celle de la Terre, les molécules de gaz s'échappent plus facilement dans l'espace. Mars était donc assez proche de notre planète à une certaine époque. Mais avec son atmosphère ténue, elle ne peut pas conserver la chaleur, ce qui la rend très froide et très difficile à explorer pour nous. Mais c'est peut-être une bonne chose que nous n'ayons pas eu l'occasion de visiter la planète rouge à sa belle époque. On dit qu'un immense déluge y aurait eu lieu. Oui, Mars était très probablement plus humide et plus hospitalière qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec de belles rivières et de magnifiques lacs, étangs et autres étendues d'eau. Certaines recherches ont également mis en évidence l'existence de grands canaux creusés à la surface de la planète. Ces canaux sont bien plus grands que tous ceux que nous avons pu découvrir par le passé. Ils suggèrent que ce grand déluge s'est produit il y a des milliards d'années. Il a peut-être été causé par différents phénomènes, tels que l'activité volcanique, la fonte des glaces et la libération de dioxyde de carbone par la croûte terrestre. Ce déluge aurait peut-être même créé des étendues d'eau temporaires. Espérons que nous trouverons davantage d'indices de la présence de traces de vie microbienne. Ce serait quand même sympa. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante qui pourrait changer le cours entier de l'exploration de Mars. Apparemment, il y a des océans d'eau liquide sur la planète rouge. Donc, l'avenir semble prometteur. Nous pourrions utiliser cette eau pour soutenir les missions futures, et ensuite même nous relocaliser sur Mars, puisque nous n'aurions pas besoin de nous inquiéter de l'endroit où obtenir ce liquide précieux. N'est-ce pas ? Eh bien, il y a un gros problème. Ces océans d'eau liquide sont à l'intérieur de Mars, si profondément enfouis que nous ne sommes pas susceptibles d'y arriver. Du moins, c'est ce qu'affirme une nouvelle analyse des données sismiques collectées par l'atterrisseur Mars Insight. D'énormes réserves d'eau liquide semblent être la meilleure explication pour certaines anomalies sismiques de la planète rouge. Ainsi, toute cette eau précieuse est hors de notre portée. Mais nous devons la trouver pour résoudre le puzzle de l'histoire aquatique de notre voisin rougissant et poussiéreux. Et la première chose que nous devons faire est d'identifier où se trouve l'eau et en quelle quantité la planète la cache. Maintenant, nos rovers s'affairent à la surface de la planète rouge, recueillant toutes les données disponibles sur la géologie de la surface de la planète. Et il devient de plus en plus évident que Mars était autrefois recouverte d'eau. De nombreux facteurs, des terrains martiens aux anciens lits de lacs asséchés et au delta, suggèrent qu'il fut un temps où la planète était assez détrempée. De nos jours, il y a encore un peu d'eau à la surface, et juste en dessous de la surface de Mars, mais elle est sous forme de glace et n'étant rien comparable à ce que Mars avait dans le passé lointain.
Pour comprendre combien il aurait pu y avoir sur la planète rouge il y a des milliards d'années, nous devons savoir où toute cette eau est allée. Il y a 2 endroits où l'eau aurait pu aller, dans l'espace ou vers l'intérieur de Mars. Ensuite, elle aurait pu être isolée sous forme de réservoirs liquides ou de dépôts de glace. Actuellement, nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau qui s'est échappée autrefois. Mais maintenant, nous pouvons enfin en savoir plus sur le centre visqueux de la planète rouge. Tout cela grâce à l'atterrisseur Mars InSight. Il ne fonctionne plus. Mais de novembre 2018 à décembre 2022, il écoutait les bourdonnements et les grondements et surveillait l'activité sous ses pieds. Le fait est que les ondes acoustiques, générées par l'activité sismique en profondeur à l'intérieur de la planète, peuvent changer en fonction de la composition et de la densité du matériau à travers lequel ces ondes se déplacent. Et les scientifiques peuvent obtenir beaucoup d'informations en analysant le comportement des ondes sismiques. Dans ce cas, ils ont utilisé un modèle similaire à ceux utilisés pour cartographier les gisements de pétrole souterrains et les aquifères sur notre planète. Puis, avec l'aide de ce modèle, ils ont analysé les données recueillies par InSight sur Mars. Ils ont découvert que la meilleure explication pourrait être qu'il y avait une couche de roches fracturées, dont les fissures étaient remplies d'eau profondément sous la surface de la planète rouge. Cette couche pourrait se trouver à une profondeur de 11 à 19 km. C'est pourquoi il serait extrêmement difficile pour les futures missions d'y accéder. Et pourtant, la nouvelle découverte pourrait nous aider à comprendre le cycle de l'eau martien. Confirmer l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide peut nous donner un aperçu de ce que le climat sur Mars était autrefois, ou de ce qu'il pourrait être un jour. Et si Mars avait eu beaucoup d'eau autrefois, elle aurait pu être habitable dans un passé lointain et pourrait le redevenir à l'avenir. L'eau est cruciale pour la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, les réservoirs d'eau souterrains sur la planète rouge pourraient déjà être habitables. Peut-être qu'en ce moment même, de minuscules micro-organismes ou même des créatures tentaculaires vivent leur vie dans le confort de leur demeure souterraine. Sur Terre, des mines ultra profondes abritent de la vie. Et le fond de l'océan, avec ses pressions immenses et incroyables, n'est pas non plus dépourvu de vie. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve de vie sur Mars. Mais pour l'instant, il semble que cet endroit ait le potentiel de soutenir la vie. Les données d'InSight ont montré qu'il n'y a probablement pas beaucoup de glace d'eau dans la croûte supérieure de la planète, du moins dans la région autour de l'atterrisseur. Mais s'il s'avère qu'il y a une couche riche en eau plus profondément sous la surface et s'étendant autour de tout le globe de la planète, alors il y aurait suffisamment d'eau pour remplir les lits des anciens océans et même plus. Mars n'est pas le seul endroit en dehors de la Terre où il y a de l'eau ou où nous pourrions un jour trouver de l'eau. Prenons par exemple la bonne vieille Lune. Sur le satellite naturel de la Terre, on peut trouver de l'eau partout à la surface. Mais ce n'est pas l'eau que vous imaginez peut-être. Sur la Lune, l'eau reste principalement sous forme de glace, et elle est répartie de manière inégale. Par exemple, les pôles de la Lune sont des régions qui ne reçoivent jamais la lumière du Soleil. C'est pourquoi elles sont extrêmement froides. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de glace là-bas. La glace dans ces zones est également souvent mélangée avec le sol lunaire et se cache profondément sous la surface. Ensuite, il y a Encelade, la 6e plus grande lune de Saturne. En réalité, elle n'est pas si grande, seulement 505 km de diamètre. En d'autres termes, cette lune est suffisamment petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. Oh, nous devrions essayer cela. Fait intéressant. Lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois à Saturne, les chercheurs s'attendaient à ce qu'Encelade soit une boule de glace gelée. Mais ce qu'ils ont vu, ce sont des panaches de particules de glace et de vapeur d'eau jaillissant de geysers à la surface de la Lune. Il était clair qu'il y avait un océan massif entre le noyau rocheux de la Lune et sa coquille de glace. Ensuite, il y a la Lune de Jupiter, Europe. Les scientifiques pensent que ce monde est l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire en ce qui concerne la recherche de nouvelles formes de vie. Cela s'explique par le fait qu'Europe possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur allant de 64 à 161 km. Et même s'il se trouve sous une couche de glace qui serait probablement épaisse de 16 à 32 km, il est encore potentiellement habitable. Les astronomes croient que des panaches d'eau pourraient jaillir des fissures de la coque de glace et libérer le contenu de l'océan de la Lune dans l'espace. La température, la pression et la chimie sont très différentes sur Europe, et les astronomes ne savent pas encore comment la glace se comporte là-bas. C'est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas encore déterminé à quelle profondeur ou quelle taille sont les réservoirs d'eau sur Europe et combien de temps ils ont besoin pour se recongeler.
Mais parmi tous les endroits où nous pourrions trouver de l'eau dans l'univers, le plus bizarre est probablement l'espace ouvert. En 2011, 2 équipes d'astronomes ont découvert un nuage d'eau flottant librement parmi les étoiles. C'était le plus grand et le plus éloigné réservoir d'eau jamais détecté. Donc, ce nuage massif de vapeur d'eau entoure un trou noir, mais pas n'importe quel trou noir. C'est un quasar situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Les conditions autour de ce quasar doivent être vraiment spéciales pour créer une telle quantité d'eau. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume de toute l'eau de la Terre. Cela suffit à donner à chaque personne sur la planète l'équivalent de l'eau de toute une planète, 20 000 fois. Ça semble fou, non? Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau s'est formé seulement 1,6 milliard d'années après la création de l'univers lui-même. Cette découverte est encore un autre signe que l'eau a existé partout dans l'univers, même à ses débuts. Mais voici le point culminant. Jusqu'à cette découverte, les scientifiques n'avaient jamais détecté de vapeur d'eau aussi loin dans le temps. Bien sûr, il y a de l'eau dans notre galaxie, la Voie lactée, mais la plupart est gelée dans la glace. Cette découverte repousse vraiment les limites de ce que nous savons sur l'eau dans l'univers. Nous rêvons depuis longtemps d'une vie sur Mars. Non seulement de notre culture de pommes de terre là-bas, mais aussi de toutes les pommes de terre qui auraient pu s'y trouver dans le passé. Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars? Récemment, des scientifiques ont découvert quelque chose qui pourrait en être la preuve. Voyons de quoi il retourne. Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Aucun être humain n'a encore posé le pied sur Mars, mais des robots y ont posé leurs roues. Les premiers engins spatiaux à avoir visité la planète rouge étaient les atterrisseurs Viking de la NASA. Ils s'y sont rendus en 1976 et nous ont transmis de nombreuses données intéressantes. À l'époque, nous ne savions rien de Mars. Pour nous, elle ressemblait à un désert froid et sans vie. Mais comme nous nous ressemblons beaucoup, les scientifiques ont commencé à se poser des questions. En a-t-il toujours été ainsi? Ou est-il possible qu'autrefois Mars ait été prospère et pleine de vie? Et en 2022, le rover martien Perseverance de la NASA a trouvé quelque chose qui pourrait éclairer ce mystère. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Perseverance? Selon les scientifiques, s'il y a déjà eu de la vie sur Mars, il est peu probable qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces. Elle a dû laisser des marques, peut-être sous terre, où elle serait protégée des caprices solaires radioactifs et autres nuisances. Il faut donc examiner les roches. Il est important de noter que nous ne recherchons pas de vie sur Mars pour l'instant. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Nous voulons plutôt nous pencher sur le passé lointain de notre planète voisine. Nous parlons là de milliards d'années. Quand Mars était chaude, verte et loin d'être sans vie. En d'autres termes, nous devons retrouver des microbes morts et divers composés chimiques similaires à ceux de la Terre. C'est la mission de notre protagoniste, Perseverance. Elle est arrivée sur Mars en février 2021. La sonde s'est posée au fond du cratère G0, d'une largeur de 50 km. Et après l'atterrissage, elle s'est déplacée en direction de l'ouest, jusqu'à l'endroit qui a incité les scientifiques à choisir G0 pour leur relevé. Cet endroit est le delta d'une rivière asséchée. Et cet ancien fleuve a déjà plus de 3,5 milliards d'années. Le cratère G0 lui-même était autrefois un grand lac. Eh oui, apparemment, il y avait de l'eau sur Mars. Et les chercheurs suggèrent que ces endroits pourraient être les parfaits gardes du corps des microbes. C'est exactement ce que font les bactéries sur Terre. Elles se cachent, demeurent immobiles dans les profondeurs des lacs et des étangs. On pourrait donc probablement y retrouver des traces. Les chercheurs pensent que ce lac particulier présente la plus grande valeur scientifique de toute la mission. C'est ici, à G0, que l'on a le plus de chances de trouver des roches sur lesquelles de telles bactéries auraient pu un jour survivre. Perseverance s'est donc rendu dans le delta. La route n'aura pas été facile. Le véhicule s'est un peu planté et a atterri plus loin que prévu. Comme le disait Cooper dans Interstellar, cette petite manœuvre va nous coûter 51 ans. Heureusement, Perseverance n'en a pris qu'un. Et en chemin, il a pu explorer G0 d'un peu plus près. Ce rover utilise un outil intégré complexe pour explorer le monde qui l'entoure. Cet outil s'appelle le Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou tout simplement, Sherlock. La NASA raffole des acronymes. À mesure que l'appareil s'approchait du delta, le signal des molécules organiques s'intensifiait.
Bientôt, ces signaux étaient omniprésents, et de surcroît, ils étaient les plus brillants jamais observés par les scientifiques. Qu'est-ce que cela signifiait? Élémentaire, mon cher Watson. Tu sais, Sherlock, il était temps de creuser. Depuis juillet 2021, Perseverance a foré et collecté 4 fines carottes de roches sédimentaires. Le nombre total de roches collectées est actuellement de 12. C'est la première fois de l'histoire que l'on collecte de telles choses sur une autre planète. 4 carottes ont été prélevées sur 2 roches nommées Skinner Ridge et Wildcat Ridge. Les 2 premières carottes, celles de Skinner Ridge, ne semblent pas très intéressantes à première vue. Elles sont assez proches de ceux que l'on peut trouver dans de nombreux endroits sur Terre. Cependant, si nous les regardons de plus près, nous verrons qu'elles sont parsemées de grains ronds faits d'un matériau sombre. 6 grains sombres pourraient avoir été déposés par une ancienne rivière, celle-là même qui se jetait dans l'ancien lac de Jezero. Il est possible que la rivière les ait apportés d'endroits situés à des centaines de kilomètres du cratère. Et ça, c'est plutôt cool, car si nous étudions ces carottes, nous pourrons en apprendre davantage sur les coins même les plus reculés de Mars. Enfin, il n'y a pas de coin sur Mars, mais tu vois le topo. Puis en avril 2022, Perseverance est parvenue dans le delta. Les scientifiques avaient enfin trouvé ceux qu'ils cherchaient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette découverte les a enthousiasmés. Ils ont foré 2 nouvelles carottes, qui contenaient des substances organiques. Cette paire-ci a été prélevée à Wildcat Ridge. Elle se trouve très près de Skinner Ridge, mais les 2 roches sont très différentes l'une de l'autre. Ces échantillons sont plus clairs et plus uniformes. Il s'agit très probablement de mudstone, une roche inhabituelle, semblable à l'argile, mais plus dure et incapable d'absorber l'eau. Leur grain est également plus fin que celui des carottes de Skinner Ridge. Pourquoi est-ce important? Parce que plus les grains de la pierre sont fins, plus il est probable qu'elles contiennent des traces d'une vie passée. Sur Terre, les pierres à grains fins reposent le plus souvent au fond des étangs et dans des endroits similaires. Elles peuvent y conserver les restes d'organismes morts et d'autres éléments similaires pendant des siècles. Et c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans ces carottes. De plus, selon les scientifiques, il y avait plus de matière organique dans ces 2 carottes que dans n'importe quel autre endroit étudié par Perseverance jusqu'à présent. Elle s'y est probablement accumulée pendant que le lac s'évaporait progressivement, il y a des milliards d'années. Il y a donc bien eu de la vie sur Mars. Bon, mais ralentissons un peu. Les substances organiques sont des molécules contenant du carbone. Et oui, sur Terre, elles sont le plus souvent associées à la vie. Mais pas toujours. Parfois, elles peuvent se former à la suite d'autres choses. On ne peut donc pas encore dire avec certitude s'il y a eu de la vie sur Mars. Nous ne savons pas si ces molécules sont réellement issues de microbes martiens ou si elles sont le résultat d'autres phénomènes. Mais cette découverte est tout de même très importante. Nous devons littéralement continuer à creuser dans cette direction. Pour en savoir plus sur cette matière organique, les scientifiques doivent prélever quelques échantillons supplémentaires de roches à grains fins. Il serait également intéressant d'étudier les matériaux qui se trouvent autour de ces anciens réservoirs. Perseverance s'est déjà déplacée vers une autre région, un endroit portant le doux nom d'Enchanted Lake. À présent, elle doit y chercher des choses similaires et elle continuera également d'étudier le lac Jezero. Enfin, Perseverance montera jusqu'au sommet du delta, puis continuera à explorer les sites anciens aux abords du cratère. Quelque temps avant la fin de l'année 2022, Perseverance disposera probablement de 6 échantillons, ou plus de ces carottes martiennes. Malheureusement, ces outils, bien que complexes, sont assez limités, et ces données ne suffiront pas à elles seules à nous donner une image complète. C'est pourquoi la NASA prévoit d'envoyer d'autres engins spatiaux à Jezero dans les années à venir. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne, elle travaille sur la prochaine mission robotique, baptisée Mars Sample Return. Le nom parle de lui-même. Ces appareils arriveront et emporteront toutes les éprouvettes du vieux prospecteur Perseverance. Ensuite, ces échantillons seront livrés sur Terre, mais pas par la poste. Puis, les scientifiques pourront les analyser dans des laboratoires de pointe. Cependant, tout cela prendra beaucoup de temps. Le lancement de cette mission est prévu pour 2027, 2028, et ces vaisseaux spatiaux ne pourront pas revenir avant 2033. Mais si tout se déroule bien, ce seront les premiers échantillons de l'histoire livrés à la Terre depuis Mars. En d'autres termes, il y a encore matière à rechercher, littéralement. En effet, nous ne connaissons pas encore la véritable portée de CS découverte. Mais c'est pour cela que la mission a été créée, n'est-ce pas?
Et qui sait, peut-être que dans quelques années, nous découvrirons enfin la vérité sur ce qui s'est passé sur Mars il y a des milliards d'années. Oh, regarde, des Martiens! De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars. Et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps. Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles ? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale, de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation? De quels équipements disposons-nous? Avec quoi allons-nous extraire les ressources? De quelles compétences aurons-nous besoin? Tu sais quoi? Qui s'en soucie? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent?
Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques. Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production, ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils, par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film Seul sur Mars. Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne. À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants: la gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses, le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation. Et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe, et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes. Il semblerait que pour que nous nous sentions chez nous sur n'importe quelle planète, nous ayons besoin des 4 éléments fondamentaux, c'est l'air, l'eau, la terre et le feu. Voici donc ce qu'il faut faire pour obtenir un verre d'eau sur Mars. Comment y faire pousser des salades, charger son téléphone sans recevoir une facture d'électricité astronomique, et même produire de l'air frais. Et si je te disais qu'il y a un océan sur Mars, tu ne me crois pas? Il y en avait bien un autrefois, c'est la vérité. Les scientifiques pensent que près de 1/3 de la planète était recouvert de l'océan Oceanus Borealis. Il y a environ 3,8 à 4,1 milliards d'années, le climat sur Mars était plus chaud et l'atmosphère plus dense. Mais avec le temps, les conditions climatiques ont radicalement changé, et cet océan jadis infini s'est tout simplement évaporé dans l'atmosphère.
Selon les estimations, toutefois, seul 1% de toute cette eau se serait évaporée, les 99% restants se trouvant encore sur la planète rouge. Ces deux sources d'eau sont les calottes polaires et les roches. Pour les calottes polaires, c'est assez simple à comprendre. Nous avons les mêmes sur Terre. Mais des roches qui contiendraient de l'eau? Mon presse-agrumes n'y résistera pas malheureusement. Mais intéressons-nous un peu à ces pierres. Tout d'abord, il existe au moins 4 types de minéraux hydratés sur Mars. Il y a les argiles hydratées composées de silicium-oxygène. Et ce qui est génial, c'est qu'elles peuvent même contenir du magnésium et du fer, qui seront très utiles lorsque nous déménagerons sur Mars. Viennent ensuite les sulfates hydratés, à base de soufre. Je sais que tu viens de penser à une horrible odeur d'œuf pourri, mais elle est caractéristique du sulfure d'hydrogène, pas seulement du soufre. Ces minéraux contiennent de l'eau au sein même de leur maillage atomique. Vient ensuite la silice hydratée, qui contient elle aussi de l'eau. Les sels de carbonate trouvés sur Mars ne contiennent peut-être pas de véritable H2O, mais ils ne peuvent se former que s'il y a de l'eau à proximité, ce qui prouve qu'il y a bien eu un océan un jour. Et si les scientifiques ne parviennent pas à extraire l'eau de ces roches, nous avons un plan B. En 2020, des chercheurs ont découvert des sources d'eau liquide pouvant faire partie d'un immense réseau de lacs salés souterrains. Il semblerait donc que nous ayons un moyen de rester hydratés sur Mars. Soit nous atteindrons ces sources, soit nous inventerons un presse-agrumes suffisamment solide pour extraire l'eau de ces pierres. La planète rouge serait un désert sans vie, où rien ne peut pousser. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Nous avons appris 2 ou 3 choses récemment sur le potentiel agricole de Mars. En 2020, des scientifiques ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont réussi à faire pousser une plante terrestre sur Mars. Mais, attention, ils ne sont pas allés labourer, arroser et nourrir son sol en attendant l'apparition des premières pousses. Ils ont fait des expériences sur Terre, mais dans des conditions artificielles strictement martiennes. Une plante a besoin de terre, d'eau, de nutriments et de soleil. Les nutriments et la lumière peuvent être créés artificiellement. Les scientifiques se sont donc concentrés sur le sol et l'eau lors de leurs expériences. Le sol de Mars n'a pas grand-chose à offrir, mais il est riche en basalte. En général, les plantes n'en raffolent pas, car il ne contient pas beaucoup de nutriments. Mais certaines espèces savent s'en accommoder. Comme nous l'avons vu, l'eau est un problème sur Mars, mais on peut toutefois en trouver en quantité limitée. Cependant, elle ne peut pas être utilisée pour faire pousser des plantes en raison de sa composition chimique. Pour faire bref, elle est beaucoup trop salée. Afin que leur expérience soit fidèle aux conditions réelles, nos scientifiques ont cherché des moyens de dessaler cette eau. Ils y ont donc ajouté une bactérie appelée Synechococcus. Mais même si les niveaux de salinité ont considérablement diminué, ce n'était toujours pas suffisant pour satisfaire les plantes. Heureusement, les scientifiques avaient une autre idée et ça a fonctionné. Ils ont pris l'eau dessalée par la bactérie et l'ont filtrée à l'aide du basalte. Ils ont ensuite pu noter que l'eau obtenue convenait aux plantes. Voilà pour la méthodologie. Voyons maintenant ce que nous pouvons réellement cultiver sur Mars. Les scientifiques ont fait des expériences avec des navets, de la laitue, des radis et de la luzerne. Au début, les navets, la laitue et les radis ont refusé de pousser dans le basalte et de boire cette eau filtrée. Mais la luzerne a joué le jeu et a surpris les scientifiques. La plante se plaisait à merveille dans ces conditions. Expérience terminée? Après tout, la luzerne est plutôt cool. Elle est riche en vitamine K, en vitamine C, possède quelques vitamines B, du zinc et du phosphore, et tu trouveras tout un tas de salades délicieuses agrémentées de SC Joli Pouce. Mais elle possède une autre propriété qui pourrait bien changer la donne. Grâce à ses racines profondes, la luzerne aide à fixer l'azote dans le sol. Une fois récoltées leurs luzernes martiennes, les scientifiques ont immédiatement replanté des navets, de la laitue et des radis. Et cette fois, ça s'est beaucoup mieux passé. Ils ont même eu une petite surprise. La production de navets avait augmenté de 315%. On dirait que la luzerne a un bel avenir devant elle sur Mars. J'ai maintenant une mauvaise nouvelle.
Même si tu peux théoriquement t'hydrater sur Mars et déguster une salade fraîche, il n'y a presque aucun moyen de profiter d'un peu d'air frais sur la planète rouge. Tu as remarqué que j'ai dit « presque ». Bien que l'atmosphère de Mars soit composée à 96% de dioxyde de carbone, nous savons déjà comment y produire de petites quantités d'oxygène. Voici le Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Tu peux l'appeler MOXIE. C'est un petit assistant qui travaille avec les rovers martiens. Ce petit gars peut isoler l'oxygène de la planète et il a déjà réussi à en produire 5 grammes. Cela n'a l'air de rien, mais 5 grammes d'oxygène équivalent à 10 minutes de respiration. Pour l'instant, MOXIE est réservé à un usage scientifique, mais il peut faciliter les missions sur Mars. En effet, il est plus facile de produire de l'oxygène directement sur place que d'en transporter depuis la Terre. MOXIE n'est pas encore assez puissant, mais une fois que les scientifiques l'auront perfectionné, nous aurons fait un pas de géant sur la question de l'air. Ah, pour que le feu brûle, il lui faut de l'oxygène, c'est essentiel. Mais nous préférerions ne pas gaspiller la production de MOXIE, surtout si nous disposons d'alternatives viables. Historiquement, les gens ont utilisé le feu pour cuisiner, se chauffer et aussi pour faire fuir des intrus tels que le tigre à dents de sabre. Aujourd'hui, nous utilisons l'électricité pour cuisiner et nous chauffer. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de tigre sur la planète rouge. Alors, voyons comment nous pouvons produire de l'énergie sur Mars. Il y a pas mal d'options. On peut faire usage de l'énergie solaire, géothermique et éolienne sur Mars presque de la même manière que sur Terre. Mais l'énergie solaire ne sera pas aussi efficace. La constante solaire de Mars ne représente que 43% de celle de la Terre. Produire de l'électricité de cette façon demandera donc plus d'efforts. Et n'oublie pas que les tempêtes de poussière ne sont pas rares sur Mars. Lors de ces tempêtes, la poussière soulevée fait en quelque sorte écran. Et si nous dépendions de l'énergie solaire, nous pourrions nous attendre à de fréquentes coupures. Le problème suivant est celui des saisons. Nous ne pourrions bénéficier de cette énergie que pendant certains mois de l'année. Bien sûr, pas d'énergie solaire la nuit, mais cette option pourrait quand même fonctionner. Pas toute seule cependant. Nous n'aurions aucun problème à produire de l'énergie éolienne pendant les tempêtes, et puis ça marche aussi la nuit. Ces deux sources constitueraient donc une bonne solution. Et l'énergie géothermique serait un bon plan de secours. Elle fonctionnerait même mieux sur Mars que chez nous. D'abord, la pression atmosphérique est plus faible sur Mars, ce qui permet de générer de plus grands volumes de vapeur. Ensuite, la température de la surface de Mars est plus basse, ce qui permet aussi d'augmenter l'efficacité de cette technologie. Enfin, pas besoin d'eau. Nous pouvons utiliser du dioxyde de carbone liquide à la place. Et contrairement à l'eau, le dioxyde de carbone liquide est gratuit. Imagine que tu sois l'une des premières personnes envoyées pour explorer Mars. Alors que tu approches de la planète rouge, quelque chose d'étrange et d'effrayant attire ton attention. Là, oui, juste là. Ne ressemble-t-elle pas à une tête d'ours en peluche ? Qui donc pourrait bien avoir créé le museau d'un ours au beau milieu d'un cratère ? Hélas, ou devrait-on dire heureusement, cette tête d'ours n'a rien de mystérieux. Il s'agit seulement d'un exemple frappant de pareidolie faciale. Il s'agit d'une tendance très humaine à distinguer des visages dans les objets du quotidien. Mais en parlant de cette découverte martienne, devrions-nous renommer le phénomène en pareidolie de l'ours ? D'accord, regarde plutôt ça. Tu vois cette colline en forme de V qui ressemble à un nez. Ensuite, il y a 2 cratères qui ressemblent à des yeux. Enfin, une fracture circulaire. La tête entoure le nez et les yeux. Les experts pensent que ce visage a pu être créé lorsqu'un dépôt s'est déposé sur un cratère d'impact enfoui. Quant au nez, il pourrait s'agir d'une cheminée volcanique ou de boue, entourée de coulées de lave ou de sédiments solidifiés. Quoi qu'il en soit, ce cratère ressemble à la tête d'un ourson. Ça, on te l'accorde, mais grâce à IRIS, la caméra High Resolution Imaging Science Experiment de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, un autre des très nombreux acronymes de la NASA, nous avons pu observer beaucoup d'autres cratères bizarres sur la planète rouge, comme des visages souriants, un oiseau ou un éléphant. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au célèbre « Visage de Mars ». Ces images ont été prises pour la première fois par l'Orbiter Viking en 1976. À l'époque, la résolution était évidemment très faible et l'éclairage se trouvait incliné. Ce qui a produit ce résultat qui a choqué les gens dans les années 1970. Un visage taillé dans la roche qui regarde vers la Terre. Cela signifiait-il qu'une autre civilisation sur Mars avait créé ce monument ? Non. Regarde donc une photo du même endroit prise par l'actuel Mars Reconnaissance Orbiter. La résolution est bien meilleure et le visage s'est miraculeusement transformé en une colline ordinaire.
Ou encore, ce tout petit Bigfoot dont l'image a été prise en 2008. On dit tout petit parce que cette créature ne mesure que quelques centimètres. Et lorsque la photo a été prise, Bigfoot ne se trouvait qu'à quelques mètres de l'appareil. Et ici, un petit curieux a zoomé sur un rocher et a repéré quelque chose qui s'apparentait à un gorille. C'est ainsi que certains ont commencé à croire qu'il y avait des singes sur Mars. Oui, vraiment. Permets-nous de te présenter quelques autres exemples de créatures et de visages imaginaires de la planète rouge. La plupart d'entre eux proviennent d'une série d'images prises par la caméra Thémis. Elle se trouve actuellement à bord de la sonde Mars Odyssey, qui n'a besoin que de 2 heures pour accomplir une orbite autour de la planète rouge et qui transporte d'importants instruments scientifiques. Faisons maintenant la connaissance de My Happy Martian. Ce cratère de 3 km de large a été photographié en 2008. La chaîne de cratères suivante ressemble à une grosse abeille, avec ses ailes faites de débris d'impact. L'ensemble a probablement été créé par une météorite tombée à un angle très incliné, et qui s'est brisée en morceaux juste avant l'impact. Vois-tu ici un mammouth laineux ou un éléphant? Les coulées de lave d'une région de Mars ont imprimé cette image sur son sol rougeâtre. La région elle-même, appelée Elysium Planitia, est célèbre pour arborer les plus jeunes coulées de lave de la planète. Par exemple, celle qui ressemble à un éléphant s'est probablement formée au cours des 100 derniers millions d'années. Ah, ça ne me rajeunit pas. Parlons maintenant d'amour, ou plutôt de son symbole, le cœur. Tu aimes ces 2 cœurs à la surface de la planète rouge? Celui-ci est en fait le sommet d'une mésa soulignée par le gel environnant. Et cette forme de cœur-ci est due à un cratère d'impact qui a arraché les matériaux sombres de la surface et exposé un sol plus clair en dessous. Une partie de ces matériaux a probablement volé au loin, créant ainsi ce cœur. Et voici un colibri couvert de poussière. Peux-tu distinguer son long bec et sa tête? Les scientifiques ne savent pas exactement comment cette forme est apparue, mais ils pensent que l'érosion et le vent ont joué un rôle dans sa création. Les dépôts minéraux sombres sur ces dunes ressemblent à un loup hurlant à la lune. Et ici, vois-tu une série d'engrenages imbriqués? Et cette image-là ressemble à la lettre T, n'est-ce pas? Ces fractures à angle droit ont été créées par l'étirement tectonique de la croûte martienne. Penses-tu que nous pourrions découvrir d'autres lettres de l'alphabet sur Mars? Pourquoi pas, après tout? Et maintenant, que dire d'une autre chose étrange que les astronomes ont remarqué à la surface de Mars? Est-ce que c'est la porte de la maison de quelqu'un? C'est le rover Curiosity de la NASA qui a transmis cette image à la Terre. Elle est devenue virale. Parce que cette formation juste ici, tu vois, ressemble à s'y méprendre à une porte. Malheureusement, les scientifiques, fidèles à leur esprit cartésien, n'ont pas tardé à nous décevoir. Ils ont avancé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices leur ont fait penser qu'il ne s'agissait pas d'une véritable porte. Par exemple, l'ouverture est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Ils sont persuadés que ce que nous prenons pour une porte n'est en fait qu'une anfractuosité dans la roche créée par des forces naturelles, comme le vent et l'érosion. Si tu regardes la roche de près, tu remarqueras peut-être des strates, c'est-à-dire des couches de limon qui ressortent parce qu'elles sont plus dures que le matériau qui les entoure. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues, il y a environ 4 milliards d'années, dans le lit d'une rivière, ou une dune, balayée par le vent. Depuis que ces strates sont devenues invisibles, les puissants vents martiens les ont encore plus érodées. Et regarde plutôt ça, tu vois ces fissures? C'est ainsi que les roches se dégradent sur la planète rouge. Cette petite grotte s'est probablement formée lorsque plusieurs fractures ont traversé les strates. Un rocher assez gros a pu s'effondrer sous son propre poids, et c'est ainsi qu'est née l'ouverture en forme de porte. Cette théorie semble tout à fait plausible, car même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle l'est tout de même suffisamment pour accomplir cela. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Il présente un bord vertical étrangement lisse. Ce doit être lui le responsable, et il s'est probablement affaissé il n'y a pas si longtemps. Mais la planète rouge n'est pas la seule à pouvoir se targuer de ces formations inhabituelles. Prenons par exemple cette comète. Cette image a été prise par la sonde européenne Rosetta en 2014. Vois-tu un visage sur son côté droit? Ou prends encore la Lune. Voici son célèbre lapin. Il est assis à l'envers, les oreilles dirigées vers le bas. Certains voient aussi un homme sur la Lune. Il peut s'agir de son visage ou de son corps tout entier. Si quelqu'un distingue la figure humaine dans son ensemble, il aura généralement l'impression qu'elle porte un bâton. Parfois, il s'agit d'un crapaud. Pour le repérer, il suffit de regarder en haut à gauche de notre satellite. Le crapaud est tourné vers le haut, tu vois? Maintenant, regarde cette étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Un tel astre est le noyau effondré d'une étoile gigantesque d'une masse totale de 10 à 25 masses solaires. À l'exception des trous noirs et de certains objets hypothétiques,
Comme les étoiles à quarks ou les trous blancs, les étoiles à neutrons sont les objets stellaires les plus denses et les plus petits que nous connaissions. Quoi qu'il en soit, revenons à cette étoile en particulier. Comme tu le vois, cet objet spatial situé à 17 000 années-lumière de la Terre est entouré d'un nuage de particules énergétiques. Cette image, prise par Chandra, le télescope spatial à rayons X de la NASA, est parue en 2009 et est rapidement devenue virale. Tout cela parce que de nombreuses personnes ont repéré une structure ressemblant à une main au milieu de toute cette matière spatiale en suspension. La NASA a expliqué que l'étoile tournait à une vitesse prodigieuse et qu'elle projetait de l'énergie dans l'espace environnant. Cela crée des structures complexes et intrigantes, comme la grande main cosmique que tant de gens voient ici. Observe maintenant la nébuleuse de la tête de cheval dans la constellation d'Orion. Il s'agit d'un nuage sombre et glacial de poussière et de gaz qui a été observé pour la première fois en 1888. Cette ombre est sculptée dans la poussière même. À la base de la nébuleuse, on compte de nombreux points lumineux. Ce sont de jeunes étoiles en cours de formation. Observe plutôt cette étoile extrêmement brillante en haut à gauche de la tête de cheval. Son rayonnement est si intense que l'étoile commence à éroder le nuage qui l'entoure. Cela signifie que dans des millions d'années, la nébuleuse pourrait ne plus ressembler à une tête de cheval. Nous, on ne sera plus là à ce moment-là. Enfin, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral a capturé une image dans laquelle on peut observer la collision de 3 galaxies différentes. On peut même observer l'effet qu'elles exercent l'une sur l'autre. Mais le plus singulier, c'est qu'en entrant en... La NASA et la Chine prévoient dans toutes les deux d'envoyer des humains sur Mars. Les deux agences spatiales s'apprêtent à lancer les premières missions avec équipage d'ici 2033. C'est-à-dire au moment où Mars et la Terre joueront au chat et à la souris. Et ce n'est pas tout. D'autres missions pourraient être lancées en 2035, 2037 et au-delà. L'objectif ultime est de construire un habitat martien pour l'exploration et la recherche future. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Essayons de le découvrir. Se rendre sur Mars n'est pas aussi simple que de sauter dans une fusée. La distance entre nos deux planètes peut varier considérablement avec le temps, allant d'environ 573,27040 km à 4,2336 km. Et même avec notre meilleure technologie, il faut 6 à 9 mois pour se rendre sur la planète rouge. Ainsi, un voyage aller-retour vers Mars impliquerait de passer 3 ans loin de la Terre, de subir des radiations supplémentaires et de flotter en microgravité. Mais le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a de bonnes nouvelles à t'annoncer. Des scientifiques travaillent sans relâche à concevoir une mission à architecture minimale vers Mars. Ils pensent que 2033 est l'année idéale pour réaliser cette mission. Voici ce qu'il en est. Tous les 15 ans, les planètes rocheuses, Vénus, la Terre et Mars, s'alignent parfaitement pour créer une zone cosmique idéale. La mission tirera le meilleur parti de cet alignement rare et effectuera une manœuvre d'assistance gravitationnelle épique en utilisant Vénus. C'est un peu comme si nous recevions un coup de pouce d'un lance-pierre planétaire. Nous accélérerons notre vaisseau spatial et réduirons ainsi la nécessité de produire notre propre propulsion. Le rapport évoque également des idées très intéressantes, comme l'utilisation de l'énergie nucléaire pour les moteurs des engins spatiaux et l'utilisation des ressources martiennes pour fabriquer des objets. Ces technologies pourraient accélérer les voyages spatiaux, protéger les astronautes des radiations et faciliter la vie dans l'espace. Elles pourraient même nous permettre de créer des ressources et du carburant sur Mars. Voici donc comment se présente le projet. Dans un premier temps, nous lancerons le vaisseau spatial en direction de Mars. Il passera environ 30 jours en orbite haute, explorant et recueillant de précieuses données. Ensuite, il retournera sur Terre, en passant rapidement par Vénus. L'aventure durera donc environ 570 jours, soit 1,6 années. Et une aventure plus courte signifie moins d'exposition aux radiations. Il ne faut pas oublier que cette mission se concentrera sur l'orbite de Mars plutôt que sur le débarquement sur sa surface. Il s'agit simplement de préparer le terrain pour de futures missions d'atterrissage. Tout comme la mission Apollo 8 qui a orbité autour de la Lune avant l'atterrissage historique d'Apollo 11. Atterrir sur Mars en 2033 est peut-être un peu trop ambitieux en raison des contraintes financières, mais qui sait, si tout se passe bien, cela pourrait devenir une réalité. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies ou de véhicules sophistiqués pour tout cela. Nous utiliserons ceux qui sont déjà en production ou à l'étude dans le cadre du programme Artemis pour la Lune.
Détaillons notre véhicule de mission martienne. Un grand puzzle composé de nombreuses pièces. Et devine quoi? Il a été assemblé par une communauté de passionnés de l'espace en 2017. En effet, ce ne sont pas les scientifiques qui ont commencé à le fabriquer. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une simple idée fantastique. La plupart de ces choses sont déjà en train de se concrétiser, étant fabriquées ou planifiées par la NASA. Jetons donc un coup d'œil à ce concept. Tout d'abord, il y a le vaisseau spatial Orion. C'est le vaisseau qui emmènera l'équipage en orbite autour de la Terre et le ramènera sain et sauf à la maison. C'est une sorte de taxi spatial très sophistiqué, et c'est peut-être le taxi le plus performant qui ait jamais existé. Il est équipé de 3 puissants étages de propulsion. Nous utilisons également un carburant spécial qui n'a pas besoin d'être ultra froid comme dans les films. Ensuite, il y a le Earth Departure Stage, l'étape du départ de la Terre. Il s'agit d'une partie importante de la mission. Elle nous aide à effectuer une poussée puissante qui nous enverra sur Mars. Ensuite, il y a l'habitat de transit martien. C'est là que l'équipage vivra et se détendra pendant son voyage vers Mars, comme dans une maison spatiale confortable avec tout ce dont il a besoin pour être à l'aise. Et enfin, l'étage de descente dans l'orbite martienne. Lorsque nous atteindrons Mars, cet engin impressionnant nous aidera à ralentir et à entrer dans son orbite en douceur. C'est notre expert en manœuvre. Même l'habitat de transit martien est en cours de développement et pourrait même être testé dans quelques années. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie pour que tout soit prêt pour notre incroyable mission sur Mars d'ici 2033. En d'autres termes, il s'agit de travailler avec ce que nous avons et de faire en sorte que les choses se passent bien. Parlons maintenant du calendrier du projet. Mi-2028, l'action va commencer. Tout d'abord, il faudra effectuer quelques vols d'essai. Nous enverrons 2 étages à l'avance pour nous assurer que nous pouvons revenir sur Terre en toute sécurité. Ces 2 étages se rejoindront, comme 2 vaisseaux spatiaux, qui deviendraient les meilleurs amis du monde. Ils se mettront en orbite autour de la planète rouge et reviendront ensuite à la maison. Pour ce faire, nous utiliserons de puissantes fusées et 13 lancements commerciaux. Ce sera une grande fête de l'espace. Fin 2032. Après tout cela, nous lançons le véhicule de mission martien entièrement assemblé sur l'orbite terrestre haute. Jusque-là, c'est un véhicule vide qui attend des astronautes. Si tout va bien, il sera prêt pour la vérification finale. Mars 2033. Il est temps pour notre courageux équipage et son vaisseau spatial Orion de se joindre à la fête. Nous les lançons et ils rejoignent le Mars Mission Vehicle en orbite terrestre. Ils s'assureront que tout est en ordre avant le départ pour Mars. La flexibilité est importante, afin que nous puissions ajuster nos plans si nécessaire. Avril 2033. Tout le monde est prêt pour l'aventure. Nous effectuons une puissante combustion, comme une grande poussée qui nous envoie sur le chemin de Mars. L'équipage voyagera pendant environ 200 jours. Novembre 2033. Enfin, l'équipage atteint la planète rouge. Une fois en orbite autour de Mars, les astronautes passeront environ 30 jours à explorer la planète et à faire des choses géniales dans l'espace. Mars sera notre terrain de jeu. Au moment de rentrer chez eux, ils diront au revoir à l'étage qui les a aidés à se mettre en orbite autour de Mars. Ensuite, leur véhicule rejoindra les 2 étages que nous avons envoyés en amont. Vous vous souvenez de ces copains de l'espace? Il faudra ensuite environ 340 jours pour que l'équipage revienne sur Terre. C'est là que nous utiliserons la gravité de Vénus pour tourner autour du Soleil. Pour maintenir l'équipement et l'équipage à la bonne température, nous aurons un parasol qui nous protégera de la chaleur du Soleil, puisque nous en serons très proches. Enfin, Orion rentrera dans l'atmosphère terrestre et se jettera à l'eau. Quelle fin héroïque! Et ce n'est que le début. Notre formidable équipe a un autre projet pour les aventuriers les plus courageux. Il s'agit d'une trajectoire en conjonction avec une mission de longue durée. Elle sera lancée en avril 2033 et durera longtemps, 950 jours. Cela représente plus de 2,5 années, dont 550 jours passés en orbite martienne. Elle nécessite moins de lancements depuis la Terre, mais présente des défis différents, comme le fait de passer plus de temps en microgravité et de faire face à une augmentation des radiations. Nous aurons donc besoin de véritables héros de l'espace pour cette mission. Mais, bien sûr, il y a des obstacles majeurs à franchir avant que tout cela ne devienne réalité. Des experts ont examiné de près le programme Journey to Mars de la NASA et ont constaté qu'il nécessitait de sérieux changements.
Il existe quelques domaines à haut risque, comme les systèmes de survie pour les missions de longue durée, l'utilisation de l'énergie solaire pour la propulsion, la production d'oxygène sur Mars, etc. Ils s'inquiètent également des délais, du financement et de bien d'autres choses. Ainsi, selon eux, respecter l'échéance de 2033 pourrait être impossible avec les plans et les budgets actuels. Même l'objectif de 2035 comporte des risques importants et des retards possibles. Mais bon, l'exploration spatiale n'a jamais été facile, n'est-ce pas? Avec une détermination réaliste, tout est possible. Il est fort probable que l'idée d'envoyer des hommes sur Mars se concrétise avant 2040. La NASA s'efforce de mettre au point le plan et les détails qui permettront d'y parvenir. Ainsi, même s'il reste encore des obstacles à franchir avant que cela ne devienne une réalité, le rêve d'envoyer des humains sur Mars est excitant. C'est une aventure passionnante, pleine de défis, de découvertes et d'esprit d'exploration humaine. Alors montrons à l'univers de quoi nous sommes faits, et ce sera surtout du carbone. De toutes les créatures de notre planète, celle-ci pourrait bien être la seule capable de survivre aux conditions extrêmes de Mars. Le tardigrade. Ces petits êtres sont également appelés oursons d'eau ou cochons de mousse en raison de leur apparence singulière. On les trouve littéralement partout sur Terre, des dunes côtières aux montagnes, des luxuriantes forêts tropicales amazoniennes aux paysages arides de l'Antarctique. Bien que certains tardigrades vivant sur Terre, ces créatures nécessitent une fine pellicule d'eau autour de leur corps pour assurer les échanges gazeux et maintenir leur hydratation. C'est pourquoi ils préfèrent les sols humides, les mousses ou les feuillages couverts d'eau. En tant qu'animaux aquatiques, ils privilégient généralement des milieux d'eau douce comme les lacs, rivières et étangs. Vous n'avez probablement jamais rencontré ces incroyables animaux auparavant, car ils ne mesurent qu'à peine un demi-millimètre de long, ils sont à peine visibles à l'œil nu. Mais étant pratiquement immortels, ils ont également développé des techniques de survie exceptionnelles. Si nous les embarquions dans un petit vaisseau spatial pour les envoyer sur Mars, ils seraient d'abord quelque peu contrariés par la température. Certes, ils peuvent survivre dans une fourchette thermique extrêmement large, allant de moins 272 degrés Celsius à 150 degrés Celsius. Pourtant, Mars a beau paraître ardente en photo, mais en réalité, elle est bien plus froide que la Terre. En effet, les températures y sont extrêmement basses, car Mars est plus éloigné du Soleil et possède une fine atmosphère, ce qui fait qu'elles peuvent descendre jusqu'à moins 129 et grimper jusqu'à 21 degrés Celsius. À titre de comparaison, sur Terre, la température la plus basse a été enregistrée en Antarctique avec moins 89 degrés Celsius, tandis que la plus élevée a été relevée en Californie, dans le comté d'Inyo, à 56 degrés. Les tardigrades sont aussi très résistants aux pressions élevées. Ils peuvent supporter une pression 6 fois supérieure à celle trouvée au fond de l'océan. En effet, pour chaque 10 mètres parcourus sous la surface, la pression double. Ainsi, à une profondeur de 3800 mètres, la pression est 383 fois plus forte qu'à la surface. Dans les zones les plus profondes de l'océan, elle peut même atteindre 1100 fois celle de la surface. La pression sur la planète rouge est environ 6 fois supérieure à celle des abysses océaniques. Cela ne faciliterait guère l'adaptation de ces petites créatures. Elles devraient évoluer au cours des prochaines générations pour devenir encore plus résistantes et pouvoir ainsi survivre aux conditions de la planète Mars. La nourriture serait également un problème majeur pour eux. Certains tardigrades se nourrissent principalement de plantes comme la mousse, les algues ou certaines plantes à fleurs, accompagnées de quelques bactéries. D'autres sont carnassiers et consomment de plus petits tardigrades ou d'autres organismes microscopiques. Or, ils ne trouveraient rien de tel sur Mars. Il faudrait donc équiper leurs petits vaisseaux spatiaux de réserves alimentaires suffisantes qu'ils pourraient aspirer au moyen de leur bouche tubulaire. Un autre défi de taille serait l'eau. La planète rouge est aujourd'hui un désert sec et poussiéreux, bien que les rives et deltas asséchés témoignent d'un passé où l'eau coulait à sa surface. On a longtemps cherché à comprendre où cette eau a bien pu disparaître, mais il est probable qu'une grande partie de cette eau ancienne se soit retrouvée piégée dans les minéraux de la croûte martienne. Des études antérieures suggéraient que la majeure partie de cette eau s'était échappée dans l'espace lorsque le rayonnement solaire avait désintégré l'atmosphère de Mars. Toutefois, des recherches plus récentes ont montré que seule une petite quantité d'eau s'était échappée, tandis que l'essentiel était encore présent, dissimulé et attendant d'être découvert. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert des traces de minéraux hydratés sur les pentes de Mars,
où ils ont observé d'étranges traînées sombres qui semblaient s'écouler en contrebas. Ce phénomène se produit principalement pendant les saisons chaudes et disparaît lorsque les températures chutent. Ces écoulements saisonniers sur Mars, également appelés écoulements sombres équatoriaux ou RSL, pourraient être la preuve de la présence d'eau liquide sur Mars. Les scientifiques ont trouvé certains minéraux qui renforcent cette hypothèse. Ils peuvent abaisser le point de congélation de l'eau, un peu comme le sel sur les routes glacées. C'est pourquoi ils pensent qu'un flux souterrain peu profond d'eau saumâtre pourrait être responsable de ces traînées. Les tardigrades, vraisemblablement dotés d'instincts exceptionnels, pourraient détecter la présence d'eau sur Mars bien avant nous. Et même s'ils n'y parvenaient pas immédiatement, ils disposeraient de stratégies pour survivre pendant un moment. Par exemple, lorsqu'ils perdent 99% de leur contenu en eau, ils peuvent de mettre en pause la plupart de leurs fonctions vitales et demeurer dans cet état pendant plusieurs années. Ces créatures peuvent absorber des impacts extrêmement puissants qui écraseraient d'autres animaux, y compris les humains. Ils résistent également à des niveaux de radiation si élevés qu'ils seraient fatals à quiconque. Si un jour nous envoyons des tardigrades sur Mars, ce ne sera pas leur première aventure spatiale. En 2019, une sonde baptisée Bereshit a été envoyée sur la Lune, emportant des milliers de tardigrades, la première bibliothèque lunaire, des échantillons d'ADN humain et une archive de la taille d'un DVD contenant 30 millions de pages d'informations. L'objectif était de créer une archive de toutes les connaissances accumulées par l'humanité. Mais quelques secondes avant l'alunissage, le centre de contrôle de la mission a perdu le contact avec son vaisseau, qui s'est écrasé sur la surface lunaire. L'équipe s'est interrogée sur le sort de sa cargaison. Après de nombreux débats et analyses, on a supposé que la bibliothèque avait subsisté. Et plus incroyable encore, que les tardigrades avaient peut-être également survécu. Dans cet état de déshydratation, une sorte de dormance, les tardigrades se recroquevillent en petites boules. Ils réduisent leur métabolisme et expulsent la majeure partie de l'eau de leur corps, attendant un environnement plus favorable pour redevenir actifs. Ces créatures peuvent rester ainsi pendant des décennies et survivre à des conditions extrêmement rudes. Et ce n'était pas la première aventure spatiale des tardigrades. En 2007, une équipe de scientifiques avait envoyé un groupe de ces petits oursons d'eau en orbite autour de la Terre, à l'extérieur de la fusée Photon M3, pendant une dizaine de jours. Ils ont montré une remarquable résilience, étant donné que 68% d'entre eux ont survécu au retour sur Terre. Les scientifiques ne misent pas uniquement sur les tardigrades. Ils testent également d'autres formes de vie susceptibles de survivre sur Mars. Une expérience nommée Biomex a été conduite sur la Station spatiale internationale. De minuscules organismes, tels que des algues, des bactéries et autres créatures similaires, ont été exposés continuellement à des conditions spatiales extrêmes pendant 18 mois. Cela incluait d'énormes variations de température, des radiations intenses et le vide spatial. De manière étonnante, de nombreuses petites formes de vie ont survécu à ces conditions et sont revenues sur Terre comme de véritables héros de l'espace. Elles pourraient donc probablement faire face aux défis de la vie martienne. Les scientifiques ont également étudié les archées d'anciens micro-organismes présents dans l'eau de mer Salée depuis plus de 3,5 milliards d'années. Certains de leurs cousins arctiques ont survécu à des conditions similaires à celles de l'espace. Mais la vie sur Mars n'a peut-être rien de nouveau en soi. Il y a des milliards d'années, la planète rouge ressemblait probablement à la Terre, avec la présence d'eau, un ingrédient essentiel à la vie. Les scientifiques pensent que de petits organismes appelés méthanogènes auraient pu prospérer là-bas. Ces organismes se cachaient au-dessous de la surface pour se protéger des radiations sévères. Ils respiraient de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, expirant du méthane. En consommant l'hydrogène, un puissant gaz à effet de serre à l'époque, ils auraient pu excessivement refroidir la planète. Il est donc possible que ces microbes anciens soient encore prisonniers de la glace, profondément enfouis sous la surface. Ils pourraient être plongés dans un profond sommeil, attendant des conditions plus favorables pour se réveiller, ou peut-être de nouveaux amis venus de la Terre.